cercles de métal aux inscriptions étranges permettant de naviguer d'une galaxie à l'autre. Des civilisations extraterrestres composées entre autres de fausses divinités égyptiennes s'emparant du corps de victimes innocentes au moyen d'énormes vers parasites. Ah, et d'ailleurs, à ce propos, les pyramides égyptiennes ont été construites par des extraterrestres. Ça vous semble complètement farfelu? Pas pour des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pendant 15 ans, ils ont suivi chaque semaine avec dévotion les nouvelles aventures de soldats de l'US Air Force envoyés en mission secrète pour explorer notre univers. Stargate, la porte des étoiles. C'est l'histoire d'un succès télé inégalé, la série américaine de science-fiction qui a duré le plus longtemps à la télé. L'histoire d'une vraie franchise de science-fiction basée sur des voyages entre des planètes situées dans différentes galaxies et reliées entre elles par un réseau de portes des étoiles. Un film, 2 téléfilms, 3 séries, un dessin animé, plus de 350 épisodes, 100 millions de téléspectateurs dans le monde et pas moins de 16 nominations aux Emmy Awards. L'histoire d'une série dont les fans sont encore prêts à traverser des continents et des océans pour rencontrer ses acteurs et créateurs, à payer des fortunes pour des photos dédicacées ou des souvenirs de la série, à en parler des heures sur le net pour en recréer l'univers. Qui sont les adeptes de cette drôle de secte? Comment une série de science-fiction est-elle devenue un tel phénomène? Avec les acteurs, scénaristes qui ont participé à ce succès, mais aussi et surtout avec les fans qui ont entretenu le mythe. Suivez-nous dans un voyage interplanétaire à travers la galaxie télé. Une aventure inégalée, celle de la saga Stargate. Au commencement, il y avait le film. Sorti en 1994, avec Kurt Russell en tête d'affiche, Stargate, la porte des étoiles, était surtout présenté comme un film de science-fiction nouvelle génération. C'est une histoire simple, celle de la découverte d'une machine qui peut vous transporter à travers l'univers. La planète sur laquelle nous atterrissons est surtout composée de sable. Et des gens y travaillent dans des mines. Et en fait, tout est comme 8000 ans avant Jésus-Christ. On n'est pas dans un univers futuriste. Un film de science-fiction qui se passe en Égypte ancienne. Personne n'y avait pensé avant, Roland Emmerich l'a fait. Pour le réalisateur allemand, spécialiste du cinéma à grand spectacle, c'était un rêve de gosse. En 1978, quand j'étais à l'école de cinéma, je me suis juré qu'un jour, je ferais un film sur les pyramides de Gizeh. Et pourquoi? J'avais vu un documentaire et ça m'avait complètement fasciné. Je me suis dit, mais c'est dingue, ces constructions incroyables dont on ne sait toujours pas vraiment pourquoi elles sont là. Il y a eu tellement de choses écrites au sujet de ce mystère. Je crois qu'il n'y a pas de sujet qui ait fait l'objet d'autant de livres que les pyramides de Gizeh. J'avais demandé qu'on me fasse la liste de tout ce qui avait été écrit et il y avait 82 pages de bibliographie. Alors je me suis dit que c'était un super sujet pour faire un film car c'est un symbole que le monde entier connaît. Son autre inspiration, la théorie des dieux astronautes, qui prétend que ce sont les extraterrestres qui ont construit ces pyramides. C'est comme un univers parallèle. On prend des gens d'il y a 8000, 10 000 ans, on les met ailleurs, dans un autre monde, et on se demande comment ils auraient évolué. Ils se seraient développés autrement. Donc l'idée, c'est de mélanger des gens de notre époque avec des gens d'une autre époque, sans avoir à remonter le temps. Il y a un côté mystique dans le film. Tout le concept s'inspire de l'Égypte ancienne. Mais il s'agit d'une civilisation évoluée. Pour réaliser ce mélange étrange et faire se rencontrer l'Égypte, les extraterrestres et le monde contemporain, le film mobilise un budget colossal. Plus de 50 millions de dollars pour cette coproduction américaine et française. Avec au décor les premiers pas d'un grand chef décorateur, français lui aussi, Patrick Tatopoulos. Ce qui m'a motivé, et en fait c'est la deuxième partie de mon travail, c'est un peu l'idée de ces guerriers que j'ai designé aussi, ces guerriers qui sont Horus, Anubis,
qui est plutôt presque comme un costume design mélangé avec créature design mécanique. Ça a été un peu le sujet général. C'est une sorte d'opportunité pour moi. J'ai toujours été fasciné par les choses anciennes, l'Égypte. J'ai des racines grecques. Bon, j'ai toujours été intéressé par l'Antiquité à ce point-là aussi. Bon, l'Égypte mélangée avec la science-fiction, mais d'une manière un petit peu subtile, pas trop directe, avec la technologie en gros plan, comme on l'a vu dans plusieurs films jusqu'à présent, mais plutôt quelque chose d'en dessous. Les décors, c'est quelque chose. Maintenant, à notre époque, les décors deviennent de plus en plus incroyables. Regardez Batman, tous ces films-là. La dimension du décor est une chose. Où je crois que je me suis retrouvé le plus l'impression de travailler dans un de ces anciens films épiques, c'est quand on était à Yuma et à filmer, je sais pas, 2000 extras. Là, ça devient très impressionnant. Parce qu'un décor est impressionnant, mais la présence humaine dans le désert, quand on se retrouve avec 2500 figurants habillés en costume, qui courent vers un temple et tout ça, les explosions ici et là, à ce moment-là, vous avez vraiment l'impression que vous faites partie d'un film incroyable. Et vraiment, oui, j'avais l'impression d'être dans un Ben-Hur ou quelque chose comme ça, ouais. Le pari était risqué, mais le succès est à la hauteur des pyramides d'Égypte. Record d'entrée à sa sortie, Stargate, la porte des étoiles, engrange près de 200 millions de dollars de recettes. Emmerich annonce qu'il va en faire une trilogie façon Star Wars. Mais dépassé par le succès de son film suivant, Independence Day, il renonce à donner une suite au projet. Fini les rêves d'une franchise Stargate au cinéma. Le secret de la porte des étoiles aurait pu être enterré à jamais. Lorsque 3 ans plus tard, en 1997, la chaîne américaine Showtime et les studios MGM s'emparent du succès du film pour le décliner à la télé, Stargate SG-1 voit le jour et le bébé est confié à 2 producteurs en vogue, Jonathan Glassner et Brad White, qui sortaient à peine de l'aventure au-delà du réel. Quand j'ai découvert qu'ils étaient en train de préparer une adaptation télé de Stargate, j'ai tout de suite approché la MGM en leur disant que j'adorerais écrire le pilote. De son côté, Jonathan avait lui aussi contacté la MGM en leur disant qu'il avait très envie de participer à ce projet. Et donc, John Symes a eu la bonne idée de nous faire travailler ensemble. Il nous a appelés pour nous demander si on en avait envie. Et on a dit « génial ». Leur idée, reprendre l'histoire à la fin du film, c'est-à-dire avec les mêmes personnages, le même principe. Une branche spéciale de l'US Air Force, le Stargate Command, explore d'autres planètes grâce à une porte des étoiles et mène une lutte continue contre une race d'extraterrestres parasites, mais avec un nouveau casting. Et surtout, une nouvelle tête d'affiche. Et pour cela, il frappe un grand coup en faisant revenir un personnage parti à la retraite trop tôt, un héros prêt à tout qui avait marqué les esprits. Vous savez, MacGyver. Enfin non, bien sûr, l'acteur Richard Dean Anderson. Colonel Jack O'Neill, à la retraite. Je suis le major Samuels. J'ai ordre de vous emmener voir le général Hammond. Connais pas. Il remplace le général West. Il dit que c'est important. Cela concerne la porte des étoiles. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit « On veut que tu te lances dans ce projet ». J'ai dit « Bon, qu'est-ce que c'est ?» On m'a expliqué que MGM avait acheté les droits de la franchise Stargate et qu'il développait une série dans laquelle il voulait que je joue un rôle. J'ai regardé le film 1 ou 2 fois et j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme pour faire une série. Du coup, j'ai accepté. Au début, j'ai signé pour 2 ans. La chaîne Showtime avait commandé 44 épisodes. Et au milieu de la saison, ils ont commandé à nouveau 44 épisodes. Ça a tout de suite plutôt bien marché. Mais moi, j'ai commencé tout simplement parce qu'on a fait appel à moi. On lui avait proposé donc de reprendre le rôle de Kurt Russell pour la série. Mais lui m'avait dit qu'il accepterait, qu'il avait accepté, à la condition quand même que le rôle soit un peu plus, qu'il y ait plus d'humour d'injecter dans le rôle, parce que c'était trop sérieux. Le film, pour lui, le rôle de Jack O'Neill dans le film était beaucoup trop sérieux. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin ? Oh, ça me tente bien, si. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Je plaisante, mon général. Donc il est comme ça en fin de compte, évidemment. Il a cet humour, il est très calme, très pondéré, mais en même temps il vous lance des petites bribes d'humour comme ça dans les conversations et je pense que c'est quelqu'un, oui, qui d'abord qui est
très sérieux dans son travail, donc il a également cet œil du producteur en même temps que de l'acteur. Et il savait, en l'engageant certainement, que il ferait tourner la machine non seulement devant mais derrière les caméras. Toute la franchise Stargate, l'idée que grâce à un énorme cercle, on puisse aller dans d'autres mondes, c'est fascinant. Et ce qui est génial, c'est que tout commence ici. Tout part de la Terre. Ce sont des gens comme nous, des gens normaux. Et Richard Dean Anderson était la star parfaite pour incarner ça. Je veux être certain qu'il n'y ait aucun oubli. C'est O'Neill, avec 2 L. Il y a un autre colonel O'Neill avec un seul L et il n'a aucun sens de l'humour. À ses côtés, une équipe de choc prête à tout pour aller combattre aux 4 coins de la galaxie. Daniel Jackson, le scientifique génial, repris par Michael Shanks. Salut Jack. Ça fait un bail? Mais aussi le mystérieux Teal'c, le guerrier Jaffa, joué par Christopher Judge. Est-ce que l'avion est au point? L'avion a réalisé les performances qu'on attendait. Wouhou! Pardon, général. T'es plus fort que moi, j'ai été gagné par l'enthousiasme de Teal'c. Et dans cette atmosphère très virile, une femme, Samantha Carter, capitaine et docteur en astrophysique, interprétée par Amanda Tapping. Au début, Sam Carter était très linéaire. Elle n'avait qu'une seule facette. C'était une féministe qui ramène tout à sa cause, qui part en croisade avec ses discours sur l'égalité. Et en tant que féministe, je trouvais ça assez fatigant et assez ennuyeux. Vous devez être le colonel O'Neill. Capitaine Samantha Carter au rapport, mon colonel. Vous préférez vous faire appeler Sam? Ne vous inquiétez pas, Major, je n'ai plus joué à la poupée depuis mes 10 ans. Alors j'en ai parlé aux scénaristes et je leur ai dit d'abord, les femmes ne parlent pas comme ça. Et puis, pourquoi ne peut-elle pas faire partie de cette équipe tout simplement sans avoir à revendiquer en permanence le fait qu'elle est une femme? C'était rafraîchissant. Mais le personnage principal de SG-1, c'est surtout cet engin étrange qui a donné son nom à la franchise et à la série, cette fameuse porte des étoiles. Tiens, mais au fait, c'est quoi exactement une Stargate? Avis d'experts avec les fans, les vrais. C'est un objet circulaire qui fait à peu près 6 mètres de diamètre. C'est l'instrument qui permet le passage entre différentes planètes. Il en faut 2, une sur chaque planète, qui permettent de voyager d'une planète à l'autre. Donc cette porte est en aquadas, c'est donc un minerai qui ne se trouve pas sur Terre. Elle s'active en général à l'aide d'un EHD. Donc un EHD, c'est un énorme appareil sur lequel on appuie pour composer une adresse de porte des étoiles. Quand on n'en a pas, comme les terriens dans la série, on fait avec des ordinateurs. La porte des étoiles a été créée par un groupe appelé les Anciens. Un groupe très très ancien et très avancé d'extraterrestres. La porte des étoiles, ça s'utilise comme un téléphone. On appelle d'ici et il doit y avoir un autre téléphone de l'autre côté. Dessus, il y a plein de symboles différents, comme les différents chiffres sur le téléphone. On appelle, et s'il y a quelqu'un de l'autre côté qui décroche, ça s'ouvre et on peut aller de l'autre côté. Et vos molécules sont d'abord dispersées, puis envoyées dans la machine de l'autre côté. Ah, et c'est froid aussi. Et on dit qu'il faut toujours bien expirer avant de rentrer. Et qui dit voyage intergalactique dit forcément grosse production et moyens impressionnants. Pour pouvoir emmener chaque semaine les héros de la série aux 4 coins de la Voie lactée, les producteurs avaient choisi de s'installer au Canada, près de Vancouver, où se trouvaient les studios Bridge. C'était vraiment un grand studio avec donc cette immense porte des étoiles qu'ils avaient reconstituée. Et ils avaient à peu près, je crois, trois plateaux. Je crois qu'il y avait à peu près 3 plateaux avec différents décors. Mais encore une fois, ils tournaient aussi beaucoup en extérieur. Je me souviens que sur les 3-4 fois où j'y suis allée, il y avait eu au moins une bonne demi-journée de tournage à l'extérieur. C'était quand même une grosse production. C'était une grosse équipe d'acteurs, de techniciens. Mais encore une fois, ça leur a pris, je crois, 1 année. Mais après, ça a duré 10 ans. Donc après, ça allait comme ça. C'est comme toutes les séries. Ça a besoin de se roder au départ, mais après, ça va très vite.
On a 6 personnes qui travaillent ici pour élaborer tous les projets et les dessins. On s'occupe aussi de tout ce qui est accessoires, on les dessine. Il y a aussi les décorateurs. On a un énorme atelier de décoration qui fait toutes les maquettes. Il y a une menuiserie, un atelier de peinture. On travaille aussi en étroite collaboration avec les effets spéciaux. On regarde le scénario, on propose nos idées et on voit si leurs solutions sont meilleures. La technique, c'est une des grandes raisons du succès de la série. En utilisant les dernières technologies, à base de fond vert et de calcul 3D, Stargate SG-1 met un sacré coup de vieux aux séries de science-fiction classiques, comme le précurseur Star Trek, qui fut la toute première série de science-fiction à la télévision. Voilà ce qu'on a fait pour l'épisode Nemesis. Vous le voyez, c'est une attaque d'insectes. Sur le plateau d'origine, on a dû filmer comme s'il y avait ces gigantesques insectes dans le coin, et comme si on leur tirait dessus. Puis on a fait un panneau pour trouver nos points de repère, qui sont ces points verts sur le sol, pour que nos caméras 3D puissent se repérer quand on ajoute les effets spéciaux. Et voilà le résultat. Les insectes sont pulvérisés quand ils descendent. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'animation. Ça fait beaucoup de boulot pour un plan qui dure en gros 3 secondes. Stargate SG-1, c'est donc un laboratoire de science-fiction à lui tout seul, où les équipes font leurs premiers pas dans l'utilisation du fond vert à la télé. Ce fameux fond vert qui est désormais utilisé à gogo dans la plupart des films hollywoodiens. Mais c'est aussi de la télé bien classique, avec des décors incroyables créés dans la plus grande tradition. Tout était fait sur place. On fabrique les accessoires, les décors, on s'occupe de la construction, de la peinture, des maquettes. Et on s'amuse beaucoup à faire ça. Entrez, je vais vous présenter tous ceux qui font ce travail. Ici, c'est l'atelier maquette. Quand on a commencé, on faisait à peu près 10% des maquettes de Stargate. Maintenant, on en fait nous-mêmes 99%. On en est très fiers. Et on espère pouvoir fabriquer nous-mêmes les extraterrestres à l'avenir. Ici, c'est l'atelier de sculpture, où on sculpte la plupart des accessoires, comme celui-là. C'est une arme Goa'uld, pour les vaisseaux Goa'uld. Goa'uld ? Vous avez dit Goa'uld ? Mais au fait, c'est quoi ça, un Goa'uld ? Qu'est-ce que c'est qu'un Goa'uld ? Alors, c'est une espèce de serpent méchant qui vient se loger à la base de votre crâne et qui prend le contrôle du corps de l'hôte. J'ai mon propre Goa'uld. C'est comme mon animal de compagnie. En voici un. C'est donc un parasite sous forme larvaire d'un serpent qui mesure en moyenne entre 20 et 40 cm. Cette larve qui dirige le corps. Donc l'âme de la personne est toujours dans la... Mais il voit ce qui se passe, il voit ce qu'ordonne le Goa'uld, ce que dit le Goa'uld, mais il peut rien faire à l'intérieur. Le Goa'uld, c'est le parasite. le méchant de service, alors pas tous. Mais en général, c'est celui qui va chercher le pouvoir. Bon, on y va. Il y a les gentils Goa'uld et les méchants Goa'uld. Les gentils, ce sont les Tok'ra. Ils peuvent venir en aide aux humains et à la Terre. Ils vous demandent la permission pour entrer dans votre corps, surtout si vous êtes malade. Par exemple, si vous avez un cancer, si par exemple vous êtes mourant. Ils vont dans votre corps et ils vous guérissent, mais ils ont besoin d'avoir votre permission. Vous devez être d'accord pour avoir un symbiote en vous. Et ils disent que si vous êtes d'accord, c'est une expérience encore plus bénéfique, car vous êtes toujours avec quelqu'un, vous sentez toujours quelqu'un dans votre tête avec qui parler. Ce sont ces drôles d'extraterrestres, presque dieux et tout à fait étranges, qui demandent le plus de travail aux équipes de maquillage. Goa'uld ou pas Goa'uld, à chaque épisode, les héros de Stargate SG-1 découvrent de nouvelles espèces et autres petits aliens tous plus étranges les uns que les autres. Leur combat pour sauver la Terre et découvrir la Voie lactée devient addictif. Après une saison, les téléspectateurs en redemandent. La série est renouvelée 1 fois, 2, 3 fois, un miracle dans un monde où tourner 2 saisons est déjà synonyme de succès. Moi, la série sur laquelle j'avais travaillé le plus longtemps avant ça, c'était Dr. Quinn, femme médecin, pour laquelle j'ai fait 3 saisons. 3 saisons de suite. Et à l'époque, je trouvais que c'était très long.
Normalement, on fait une saison, 13 épisodes, peut-être 22. Quand on fait 2 saisons, c'est génial. C'est très rare de faire plus de 2 saisons. Mais avec Stargate, le miracle se reproduit chaque année. Au bout de la 5e saison, la chaîne Showtime décide de clôturer l'aventure. Mais une autre chaîne américaine, Sci-Fi, reprend la série, continue les aventures de SG-1 et décide même d'y ajouter une autre série. Un spin-off, c'est-à-dire une histoire parallèle reprenant des personnages et les principes de la première série. Ils l'appellent Stargate Atlantis. Avec de nouveaux visages, mais aussi des apparitions régulières des personnages stars de SG-1. À partir de la rentrée 2004, chaque semaine à la télé américaine, cohabitent désormais 2 rendez-vous pour les fans de la Porte des Étoiles, SG-1 et Stargate Atlantis. Un nouveau chapitre s'ouvre. C'est à cet instant que l'histoire de Stargate bascule dans la saga. Et donc Stargate Atlantis, c'est quoi le pitch ? L'histoire, donc, c'est donc une délégation, une équipe de la planète Terre, qui est composée de différentes personnes du monde. Ils cherchent la cité d'Atlantis, qu'on connaît aussi sous la cité des Anciens ou la cité perdue. Donc on pourrait rapporter ça au mythe de l'Atlantide. Normalement, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent sur la cité qui a décollé de la Terre il y a 10 000 ans avant, il n'y a plus personne. Ils se retrouvent au début coincés en fait sur cette cité d'Atlantis. Et donc ils vont donc explorer cette nouvelle galaxie, tout comme l'a fait SG-1 avec notre galaxie à nous. Ils vont rencontrer diverses races, ennemis et amis, et donc tout se tourne autour de la cité, de ce mythe des anciens qui était quand même technologiquement très très avancé. Et forcément, ils rencontrent toujours le méchant de service. Pour ces nouvelles aventures et cette série tournée en parallèle de la série SG-1, c'est aussi un tout nouveau décor qui est créé, gigantesque. Alors là, ils avaient reconstitué le vaisseau de Stargate Atlantis qui était vraiment impressionnant, quoi. C'était même à étage. Je me souviens, c'était... je crois que j'ai rarement vu un plateau aussi gigantesque que celui-là. Pour un seul vaisseau, quoi. C'était vraiment... Même Star Trek, j'avais été Star Trek ici au studio Paramount, mais c'était pas aussi impressionnant que ça. Brad m'a fait faire un tour sur le plateau, et ils étaient encore en train de le construire. Mais c'était énorme. Comme ils étaient encore en train de le monter, c'était même encore plus impressionnant, parce qu'il y avait des gens partout, sur des échelles, des échafaudages, en train de peindre. Le plateau était incroyable, super impressionnant. C'était fantastique. Vous savez ce que les décorateurs et les accessoiristes avaient réussi à faire? C'était incroyable. On avait vraiment l'impression d'être dans cet univers, dans cet espace, pour de vrai. C'était énorme, il y avait beaucoup de petits détails, c'était merveilleux. Le vaisseau lui-même est reconstitué de A à Z, quoi. De A à Z, pas l'extérieur, mais l'intérieur, et c'était plusieurs étages. Et je me souviens, les techniciens à l'époque m'avaient dit que ça allait vraiment les aider beaucoup au point de vue timing, qu'ils les aient reconstitués avec tant de précision, ce vaisseau, qu'ils ont utilisé en plus, je crois, 5 ans. Donc, c'était pas pour rien, ils avaient investi beaucoup d'argent dans la reconstitution de ce vaisseau. Pour cette série située en parallèle de la série originelle, ce sont donc de nouveaux visages qui apparaissent, avec notamment le retour d'un personnage déjà croisé dans Stargate SG-1, Rodney McKay. Major, Teal'c est mort. Et vous et moi, nous perdons notre temps parce que le Pentagone va ordonner la reprise des opérations dans moins de 16 heures. Voilà dans l'explication du fameux délai de 48 heures. Vous leur avez dit que Teal'c devait être mort, c'est ça? Il le sera d'ici là. Vous n'êtes qu'un crétin. Dommage que vous soyez aussi jolie. C'est le rêve pour un acteur, ce qui m'est arrivé. On rêve toujours qu'on va jouer un rôle, un petit rôle, qu'on va être découvert. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait un épisode, ils m'ont rappelé pour 2 de plus, je les ai tournés. Et après, j'ai entendu dire qu'ils préparaient un spin-off, une nouvelle série Stargate. Alors, j'ai tout de suite mobilisé mes troupes. J'ai appelé mes agents, mon manager, tout le monde. Et personne n'a fait grand-chose. Ils m'ont tous dit « Ouais, on va essayer ». Mais je n'ai eu aucune nouvelle. Et alors que je ne m'y attendais plus, on m'a appelé pour une audition.
Mais ce n'était pas pour rejouer McKay, c'était pour jouer un autre rôle. Donc je me disais, ouais, c'est bizarre. Mais bon, j'ai auditionné. Et elle n'arrêtait pas de me dire, non, c'est trop McKay. Et moi j'étais là, ah d'accord. Et dès que je me remettais à jouer, je refaisais du McKay. Les créateurs avaient imaginé un personnage de scientifique sérieux, voire ennuyeux. Mais ils se rendent compte au dernier moment que ce n'est pas d'un bon ennemi dont ils ont besoin, mais plutôt d'un bon vieux râleur, comme McKay. Voilà, félicitations, vous avez résolu le mystère. Vous savez comment les anciens ont raté leur coup il y a 10 000 ans. Ça ne veut pas dire que je ferai pareil. Je ne voudrais surtout pas être vexant, mais aucun d'entre vous n'aborde ce sujet avec un niveau de compréhension égal au mien. Zelenka, c'est valable aussi pour vous. McKay, he's just such a... McKay, c'est un personnage qu'on adore détester. Tout le monde a un McKay en lui. Tout le monde est McKay le matin avant de prendre son premier café. Quand on est fatigué ou sous pression. Mais McKay, il était tout le temps comme ça, comme on est dans nos pires moments, tout en étant capable d'avoir réponse à tout. Mais c'est aussi le genre de mec qui peut débarquer dans une fête et dire exactement ce qu'il pense sans avoir aucun remords. Moi, j'adorais écrire pour McKay parce que c'est toujours drôle d'écrire pour un enfoiré. C'était vraiment un personnage marrant. Autre ajout de dernière minute au casting, le personnage de Teyla Emagan, cette jeune et jolie extraterrestre venue tout droit de la planète Athos dans la galaxie de Pégase. Une combattante douée de télépathie et jouée par Rachel Luttrell. J'ai passé une audition comme pour n'importe quel rôle. Je suis d'abord passée par l'agent de casting pour faire une première lecture. Et c'était marrant parce que je suis arrivée habillée à peu près comme ça. Et elle m'a dit, ta lecture était fantastique, mais essaie peut-être de revenir avec des talons, un petit haut sexy, et fais quelque chose avec tes cheveux. J'ai dit ok, j'ai suivi ses conseils. Et ensuite, j'ai eu plusieurs rendez-vous, j'ai fini par rencontrer les producteurs et ça s'est super bien passé. J'ai passé une audition avec Joe Flanagan, ça fonctionnait très très bien entre nous. Et un mois plus tard, alors que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai reçu un coup de fil me disant que j'étais prise. Je devais partir pour Vancouver 2 jours plus tard, je commençais à tourner 3 jours plus tard, c'était dingue. Vous vous êtes tous portés volontaires pour cette mission. Vous représentez plus de 12 pays. Chacun dans votre spécialité, vous êtes les meilleurs du monde. Et si on considère l'aventure dans laquelle nous sommes sur le point de nous lancer, vous êtes aussi les plus courageux. J'espère que nous reviendrons tous un jour après avoir découvert un nouveau champ d'exploration pour l'humanité. Mais je sais que vous avez conscience qu'il n'est pas certain que nous revenions parmi les hommes. Pour toute l'équipe recrutée, c'est plus qu'un voyage interplanétaire qui s'annonce, c'est surtout un marathon de travail aux cadences infernales. Un jour de travail normal pour moi, ça voulait dire se réveiller à 4 heures du matin, faire une demi-heure de corde à sauter, une bonne série de pompes, ensuite prendre la voiture, être sur le plateau à 6 heures, me faire maquiller, coiffer, travailler mon texte encore et encore. Je restais jusqu'à 20 heures environ. On tournait plusieurs scènes. Puis je sortais un peu avec mes amis, les autres acteurs de la série. Et puis je rentrais à la maison. Je commençais à regarder mes scènes pour le lendemain. J'allais me coucher et hop, c'était reparti. On faisait des journées de 14 heures. Tu rentres, t'apprends ton texte, tu recommences. Et en plus, il y a énormément de dialogue dans ce genre de série. Et moi, c'est pas mon truc apprendre mon texte. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Mais il n'y a pas que les acteurs qui trinquent. Pour les scénaristes, c'est aussi un défi de tous les jours. Surtout qu'au même moment, l'équipe de Brad White et Jonathan Glassner écrivaient à la fois les scénarios pour Atlantis et Stargate SG-1, les 2 séries étant hebdomadaires. C'est très intense, il y a beaucoup de pression. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la bête. La bête, c'est la production. Ça bouffe du scénario. Et il faut la nourrir. Il faut toujours être en avance sur la bête. Quand on commence une saison, on écrit 5 ou 6 scénarios avant que le tournage commence. Ensuite, il faut garder le rythme parce qu'ils se mettent à tourner et là, ça peut devenir difficile. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en même temps qu'on tournait un épisode, on préparait le suivant.
On tournait un épisode pendant 8 jours et on avait aussi 8 jours pour préparer le suivant, avec des réunions avec les réalisateurs, des réunions de production, des réunions pour les costumes, pour les décors, pour les accessoires, pour les effets spéciaux, pour les cascades. En gros, il y a une réunion pour chaque spécialité et tout ça, c'est une énorme machine. Au fur et à mesure que les saisons s'accumulent, pas toujours facile de trouver à chaque fois une nouvelle histoire, de nouvelles aventures. Surtout qu'il faut que tout soit compatible avec toutes les histoires racontées auparavant. Stargate SG-1 va durer 10 ans, devenant la série de SF la plus longue de l'histoire de la télé américaine. 10 ans, c'est pas moins de 214 épisodes, ce qui correspondrait à un film de plus de 200 heures. Si on y ajoute les 5 ans d'Atlantis, l'addition devient interstellaire. Près de 300 heures d'histoire aux 4 coins de la galaxie. Un casse-tête pour les scénaristes. Moi, j'avais jamais fait de science-fiction avant. C'est pas trop mon genre. Je n'ai pas vraiment un esprit science-fiction. Bien sûr, j'adore Star Wars, Star Trek, mais c'est pas mon truc. J'ai écrit un épisode de Stargate Atlantis, Aurora. Je sais pas combien de brouillons j'ai fait. J'essayais d'en faire trop, je faisais trop de recherches. Sur quoi je faisais des recherches déjà ? Ah oui, sur la technologie des Wraith. Avec des engins qui allaient plus vite que la lumière. Et j'avais mis toutes les explications dans les dialogues. Brad a lu ça, il m'a dit « Non, 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 t'as pas besoin de mettre tout ça ». Il m'a montré qu'il y a vraiment un savoir-faire pour écrire de la science-fiction. Il faut pas trop en rajouter. Il faut en mettre juste assez pour montrer aux téléspectateurs qu'on sait de quoi on parle. Mais il faut pas en faire trop. Pour Carl Binder, scénariste du dessin animé Pocahontas, il a fallu un peu de temps pour s'adapter à la science-fiction, mais la machine Stargate était bien huilée. Les créateurs étaient vraiment très forts pour se souvenir de tout ce qu'ils avaient raconté auparavant. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs, une fois ou deux. Et à chaque fois, les fans se ruaient sur le site internet pour dire « Ça va pas, vous avez fait une erreur là !» Et on était là, oula, mais c'est vrai, vous nous avez eu là. Donc ça arrivait, mais c'est normal. Quand une série est si longue et que la mythologie est si compliquée, il faut s'attendre à ce genre de choses. Outre le travail d'écriture, c'est toujours le travail d'effets spéciaux et de décors qui fait aussi le charme et la complexité d'Atlantis. Tiens, et au fait, ça faisait quoi de passer par la fameuse Stargate ? Oh là, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'était ennuyeux. Je veux dire, imaginez, pour nous, c'était juste, passer à travers un cercle immobile. C'est vrai qu'il était très beau, ce cercle. Il était très bien fait, mais il ne se passait rien. En tout cas, jusqu'à ce que les spécialistes en effets spéciaux apportent leur touche. Mais pour nous, c'était « Et maintenant, vous passez à travers ». Et on était juste devant un cercle en carton, on passait de l'autre côté, et c'est tout. Il faut avoir beaucoup d'imagination quand on fait de la science-fiction. Avec aussi bien sûr le maquillage et les costumes, forcément importants quand il s'agit d'habiller des extraterrestres sexy comme Teyla, alias Rachel Luttrell. Moi, j'adorais travailler avec les costumières, j'adorais aller les voir, faire les essayages. Elles étaient toujours super motivées pour préparer les épisodes suivants. Elles choisissaient des tissus très intéressants, différents types de cuir, différentes couleurs. Et on travaillait ensemble pour essayer de trouver le costume idéal. Pendant 4 ans, Rachel Luttrell, alias Teyla, va donc faire preuve de ses grandes qualités de combattante en petite tenue ajustée. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une situation pour laquelle aucun grand spécialiste du costume ou expert en effets spéciaux ne pouvait l'aider. Elle était enceinte. J'étais complètement terrorisée le jour où j'ai dû leur dire que j'étais enceinte. Je pensais que ça ne passerait pas du tout, parce que ça ne collait pas avec ce que vivait mon personnage à ce moment-là. Je m'imaginais me promenant avec mon petit haut et mon énorme ventre qui ressort et je me disais ça va pas être possible, j'étais terrifiée.
Je leur ai annoncé et leur mâchoire en est tombée. Mais ils ont été géniaux, ils ont fait avec, ils se sont adaptés. C'était un sacré défi, mais ils ont réussi à rendre ça possible et intéressant. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon personnage est tombée enceinte, comme moi. Elle avait eu une histoire d'amour avec un homme de son peuple, Canaan. Et Michael, un des méchants de la série, était persuadé que l'enfant de Teyla allait devenir extrêmement puissant. Et donc il a décidé de la kidnapper et de voler l'enfant. Et donc j'ai été kidnappée et j'ai dû subir plein de choses horribles. Une femme enceinte dans la série, c'était presque une habitude pour les scénaristes. En 10 ans d'histoire, forcément, la vie des acteurs et des actrices évolue. Amanda Tapping aussi était tombée enceinte. Je me souviens, je venais d'arriver sur Atlantis et elle était toujours dans SG1. Ils ont dû écrire des épisodes sans elle. 5 ou 6 épisodes, je crois, cette saison-là, le temps qu'elle accouche. Ensuite, Rachel est tombée enceinte. On s'en est servi pour l'histoire. Son personnage a aussi eu un bébé dans la série. Même chose avec Alaina Huffman sur Stargate Universe. On venait juste de commencer à tourner, on en était au 2e ou 3e épisode, quand elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. Alors on s'est dit, ah, d'accord, bon, on va trouver une solution. Et en fait, ça a super bien marché. C'est devenu encore plus intéressant. Ah oui, car après 10 ans de SG1, plus de 200 épisodes et de téléfilms qui viennent clore le premier volet de la saga, après 5 ans d'Atlantis et sa centaine d'épisodes, il y a eu SGU Stargate Universe. Un 3e bébé qui prend le relais sur la chaîne Sci-Fi après la fin d'Atlantis. Cette nouvelle version de l'aventure Stargate débarque sur les écrans américains en 2009. Mais comment relancer l'aventure quand cela fait déjà 12 ans que la saga a commencé ? Pour éviter l'usure et dépoussiérer le concept, les créateurs imaginent que la fameuse porte des étoiles a des possibilités cachées. En gros, c'était le 7e chevron qui permettait de vous emmener. Mince, je sais plus, donc couper. Bon, pour mieux comprendre, autant demander aux vrais experts de la série, les fans. C'est plus une exploration qui aurait mal tourné. Ils se retrouvent piégés sur un vaisseau. Et là, maintenant, pour eux, c'est de la survie. Stargate Universe, ça se passe un tout petit peu après Atlantis. Ils découvrent l'utilité du 9e chevron qui permet de se transporter à l'autre bout de l'univers. Ils finissent par monter à bord d'un énorme vaisseau qui s'appelle Destiny et que les anciens ont mis au point pour partir en reconnaissance. C'est la navette la plus élaborée du monde. Elle est capable de penser et de parler grâce à son ordinateur. Toute la série Stargate Universe est absolument fascinante. Ils sont complètement coupés du monde, embarqués dans un incroyable voyage, et ils font ce qu'ils peuvent. La série s'intéresse beaucoup plus aux problèmes humains, aux petites choses de la vie. On les voit essayer de survivre et de trouver une façon de cohabiter dans ce vaisseau si loin de la Terre. C'est plus sombre, plus dramatique. Pour cette 3e aventure, les créateurs décident de changer complètement la formule. C'est une série à gros budget, plus de 2 millions de dollars par épisode, et le ton est complètement neuf. Fini l'humour, Stargate devient sombre, très sombre. C'est vrai qu'avec Stargate Universe, on a décidé de prendre un tournant beaucoup plus sombre, plus gris, je dirais. Les gentils ne sont pas toujours gentils, les méchants ne sont pas toujours méchants. En fait, on ne sait pas trop qui est gentil, qui est méchant. Rien n'est jamais très clair. Et du coup, c'était beaucoup plus difficile d'écrire ces scénarios-là, mais c'était aussi beaucoup plus enrichissant. Pour moi, c'est de loin l'expérience professionnelle la plus passionnante que j'ai jamais vécue.
Parce qu'ils veulent que ce troisième volet passe vraiment dans une autre dimension, les créateurs de la série voient aussi très grand pour le casting. Pour le rôle titre, ils choisissent non pas une star de la télé, mais un grand du cinéma, l'acteur Robert Carlyle, héros de Trainspotting et de Full Monty. Bien sûr que je connaissais Stargate. J'avais vu le film il y a longtemps. Et je connaissais la franchise. J'avais vu quelques SG1. Bon, c'était de la science-fiction. Je me disais, c'est bien, mais c'est pas vraiment mon truc. Alors pourquoi je suis là si la science-fiction c'est pas mon truc? Parce que moi ce que j'adore c'est le côté dramatique. Et là les personnages doivent gérer des situations pour lesquelles ils n'ont pas du tout été préparés. Et ça c'est le truc génial qu'ont apporté les créateurs. Et qui fait que c'est très différent de SG1 et Atlantis. Bienvenue à bord du Hammond. Oui, c'est la planète Terre et oui, vous êtes à bord d'un vaisseau. Robert Carlyle a vraiment tout de suite donné le ton à toute l'équipe. Personne n'allait faire sa diva, personne n'allait se croire supérieur, et tout le monde allait venir et faire son boulot comme il faut. Il y avait beaucoup d'acteurs, mais chacun d'entre eux était vraiment très professionnel. Tout le monde adorait la série. Tout le monde arrivait en connaissant son texte, prêt à jouer, prêt à faire la meilleure série possible. Ils étaient tous super motivés. Et en plus, ils étaient super bons. Et ça, c'est génial pour un scénariste. Parce que je me disais, ok, je peux imaginer ça, je peux aller jusque-là. Et leur demander ça parce que je sais qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, c'est devenu ma série préférée. My favorite. Pendant 2 saisons, Universe va donc perpétuer l'aventure Stargate chaque semaine à la télévision américaine. La série est récompensée par de nombreux prix, nominée aux Emmy Awards pour ses effets spéciaux. Robert Carlyle est aussi récompensé par les Gemini Awards, les Oscars canadiens. Mais SGU ne remporte pas le même succès que les 2 précédentes et est annulée en 2010. Quand la chaîne Sci-Fi a annoncé qu'elle ne reconduirait pas la série, on a vraiment tout tenté. Enfin, Brad a vraiment essayé de trouver un moyen pour qu'on refasse une saison. Pas forcément sur Sci-Fi, peut-être sur une autre chaîne. Il a tout essayé, mais ça n'a pas marché. C'est dommage parce que j'aurais adoré faire une dernière saison pour tout conclure, parce que Brad avait une fin pour la série. Ça devait durer 5 ans, mais on s'était dit, pourquoi on n'accélérerait pas tout? Et si on avait une 3e saison, on aurait pu finir l'histoire. Ça aurait été vraiment bien. SGU s'arrête définitivement avec la diffusion du dernier épisode de la saison 2 le 9 mai 2011 et laisse des fans complètement désemparés. J'ai été triste, super triste. Oh là là, j'étais dévastée. C'est comme si une partie de ma vie disparaissait, comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. Au début, je n'ai pas voulu y croire. Et puis quand ça a été confirmé, j'ai pleuré. Quand SG1 s'est arrêté, au moins il y avait d'autres séries Stargate derrière. Mais là, non. C'est un peu la fin d'une époque. Il n'y aura pas de suite. Avec la fin de SGU, c'est la fin pour l'instant de la saga Stargate. Reste que ce ne sont pas moins de 15 ans de télévision qui se sont écoulés depuis le premier épisode de SG1. 15 ans, 17 saisons en tout, des centaines d'heures d'aventures transgalactiques et intersidérales à travers la fameuse porte des étoiles. Une longévité qui fait de Stargate la saga de science-fiction ayant existé le plus longtemps à la télévision. Quelles sont les raisons de ce succès ? La recette pour plaire aussi longtemps et à autant de téléspectateurs de par le monde. Dans un monde télé où le zapper est roi et les séries s'annulent, parfois coupées en plein élan, qu'est-ce qui fait que Stargate a plu à ce point? Qu'est-ce qui fait que cette série est devenue un phénomène? Alors Stargate, c'était quoi le secret? C'est comme pour tout, on ne sait jamais pourquoi certains trucs marchent et pas d'autres. D'abord, il y a les personnages de SG1. Les rôles étaient super bien définis et les histoires super bien faites. Mais surtout, c'est grâce aux personnages.
Quand on voit Amanda, Christopher, Michael Shanks, ils sont tous marrants à voir. Pour moi, c'est surtout le sens de l'humour des créateurs. C'est ça qui m'a attiré. Il y avait toujours un côté rigolo à tout ça. Un petit côté second degré que j'aimais beaucoup. Ils pouvaient se moquer de la situation dans laquelle ils étaient. Et pour moi, ça marche toujours. Dès qu'une série se prend trop au sérieux, ça m'intéresse plus. Surtout avec la science-fiction. C'est un nom, ça? Non? Bâle? Bon, ça n'a pas dû être facile à l'école, hein. On vous appelait basket ou hand? Vous ne vous rendez pas compte de ce que va vous coûter votre impudence. Là où ils ont été très forts, c'est qu'ils se sont posé une bonne question. Qu'est-ce qui se passerait si la science-fiction débarquait dans nos vies, à notre époque? Comment est-ce qu'on réagirait? Forcément, on se raccrocherait à ce qu'on connaît, à notre culture. On ferait des blagues. Ils ont vraiment réussi à marier ça avec un côté merveilleux. L'idée qu'il y a quelque chose, quelque part, ailleurs. L'idée qu'un jour, on sera peut-être choisi pour sauver la planète, tout en gardant un soupçon de réalisme pour que ça marche. C'est une forme plus humaine au départ. L'équipe est humaine, plus moderne. Stargate, quand même, beaucoup plus moderne. Star Trek, c'était créé il y a tellement, 30, 40 ans. Donc je pense qu'ils avaient gardé quand même un petit peu l'esprit avec tous ces masques et ces transformations qui ont un petit peu vieilli, quoi. Alors que Stargate, c'était vraiment rentre-dedans, plus militaire, quoi. Stargate, c'était... D'abord, il faisait partie, c'est une équipe à la base qui est partie de l'US Air Force. Donc ça a un côté plus militaire, un côté plus authentique, au fond, à la base. Après, même si on part dans d'autres univers et que donc là on rentre dans le domaine un peu plus ludique de tout ça, quoi. Avec Atlantis, ce qui était bien, c'est que toute la famille pouvait regarder. Les enfants, maman, papa, les grands-parents, tout le monde se réunissait pour regarder Atlantis. Finalement, c'est un peu comme si Atlantis était le Walt Disney de la science-fiction, ce qui n'est pas super sexy. En ce moment, tout le monde veut être super pointu, super branché. Mais nous, non. On voulait juste réunir toute la famille, leur donner envie de voir l'épisode suivant. Et ça donnait à la série une qualité de plus, un caractère familial que les séries ont de moins en moins aujourd'hui. Tout le monde cherche tellement à séduire les 18-49 ans qu'on oublie que la majorité des gens ne sont pas dans cette tranche d'âge. Stargate, c'est de la science-fiction super accessible. Et la science-fiction, c'est un univers tellement amusant. On joue avec l'imagination, et c'est ça qui attire les téléspectateurs et les personnes ouvertes à toutes sortes d'idées. Et c'est fascinant. Car oui, Stargate, c'est marrant, c'est familial, mais c'est surtout une bonne manière de s'échapper, de fuir la routine. C'est le principe de base de la science-fiction, la SF pour les intimes. Découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux êtres. Et en la matière, Stargate a fait fort. L'imagination des scénaristes dépasse de loin les limites de notre Voie lactée. Pendant 15 ans, les extraterrestres les plus étranges se sont multipliés. Toujours mêlés à une mystique, voire mythologie étrange. Des extraterrestres à gogo que même les fans n'arrivent pas à dénombrer. Oh, il y en a beaucoup. C'est absolument impossible de se souvenir de toutes les espèces d'extraterrestres. En gros, pour chaque planète, il y a une espèce d'extraterrestre. La majorité des extraterrestres rappellent la mythologie égyptienne. D'autres sont liés aux mythologies nordiques, par exemple, ou asiatiques. Mais en général, c'est plus inspiré de l'Égypte. On s'amusait à faire des comptes un jour quand même. Il y a 124 cultures dans Stargate, toutes franchises, les trois confondues. Il y a même des nuages spatiaux vivants, alors là, on n'a pas fini. Il y a les Goa'uld, les Tok'ra, les Unas.
Les Unas, ce sont des bêtes super méchantes qui n'ont qu'un truc en tête, tuer les gens et les manger. Il y a les Nox. Il y a les Furlings qui ressemblent à des koalas très étranges. Ouais, des koalas géants quoi. Ils vont détruire leur planète par accident. Il y a les Athosiens, les Genii, ça dure longtemps, je préviens. Les Lantiens, les Ori, la lance lucienne en soi, les Seraki, qu'est-ce qu'on va voir? Les Abydosiens, même s'ils sont disparus. Il y a les réplicateurs. C'est comme des robots, sauf qu'ils ont des petits éléments qui leur permettent de se regrouper, de se réparer entre eux et de former des êtres plus grands. Les Asgard, on dirait des petits extraterrestres, comme Roswell. Des petits êtres gris avec une grosse tête. Ils sont trop mignons. C'est l'extraterrestre qu'on s'imagine quand on est petit. Une forte intelligence, une morale irréprochable. Voilà, donc on va dire que ce serait la sagesse. Et puis dans Atlantis, bien sûr, il y a les Wraiths. Les Wraiths, ce sont des espèces de vampires de l'espace, bleus, vert pâle, à la peau molle et gluante. La meilleure description que j'ai entendue, c'est que ce sont des mecs qui rêvent de ressembler à Marilyn Manson. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours une vérité ailleurs, Stargate est un puits à histoire sans fond. C'est l'imaginaire qui plaît. Mais pas seulement, c'est aussi le fait que la série soit moderne, ancrée dans le réel. Les membres de l'équipe d'explorateurs vivent à notre époque, ils font partie de l'armée américaine et d'ailleurs chaque scénario était visionné par l'US Air Force pour que tout soit crédible aux yeux des téléspectateurs. Colonel, General, Major, General, Doctor, General. They were very much a part of L'armée était très très importante dans la production de Stargate, surtout pour Stargate SG-1, car c'était censé se passer dans une base navale. Du coup, on avait des consultants, des officiers de l'Air Force pour nous conseiller sur la série. On avait beaucoup de militaires pour nous aider sur les tournages, des généraux, des amiraux. Ils étaient très enthousiastes. Si on se trompait, ils nous le faisaient savoir. Et on rectifiait le tir. Asseyez-vous, messieurs. C'est surtout Brad Wright qui voulait que les militaires soient toujours présentés sous un jour positif. De temps en temps, il y avait un militaire un peu dingue, mais la plupart du temps, c'était très positif. Capitaine. Ne vous en faites pas, mon colonel, je ne craquerai pas. Ah bon? Mais j'allais seulement dire les femmes d'abord. Je suis sûre que vous m'apprécierez quand vous... Ce qui fait aussi le succès de la saga, c'est la force des personnages féminins. À commencer par Amanda Tapping, alias Samantha Carter, star de SG-1 puis d'Atlantis. Dans toutes les séries Stargate, les héroïnes sont loin d'être des faire-valoir. Elles sont jolies, oui, mais elles ont un cerveau. Et dans un monde où un téléspectateur sur deux est une femme, si messieurs, forcément ça compte. Il faut voir les choses comme elles sont. On a beaucoup de pouvoir, oui, c'est vrai. Avant, dans la science-fiction, les personnages de femmes étaient toujours, vous savez, soit sexy, en petite tenue sexy, mais avec pas grand-chose dans la tête. Ou alors, elles savaient pas trop se défendre. Tout ce genre de trucs qui ne me donnaient pas du tout envie, alors que là, c'était différent. Et c'est pour ça que j'ai été attirée par cette série en général et par mon personnage, Teyla. Et puis ce qui plaît surtout, c'est l'ambiance familiale. À force de travailler ensemble pendant des heures, les équipes de Stargate se connaissent presque mieux que leurs personnages de fiction. À les entendre, les studios Bridge à Vancouver et le monde de la Porte des Étoiles, c'était une famille. Vous savez, c'est souvent ce qu'on entend, et ça fait très cliché. On était tous une grande famille. Mais pour moi, c'est vrai. Stargate, c'était vraiment la première production où j'ai eu le sentiment que c'était vrai.
C'est vraiment une famille pour la plupart d'entre nous. Moi, je suis très proche de David et aussi de sa femme Jane et de sa sœur Kate. Je suis aussi très proche de Jason Momoa et de sa famille. C'est vraiment une famille. Je les adore. Je crois que la chose qui me manque le plus, non, la deuxième après le salaire, c'est eux. Je les adorais, toute l'équipe. On passait tellement de temps tous ensemble. En 5 ans, on a vraiment appris à se connaître. Comment ça va? Tu es heureuse? Oui, tout va bien. C'est vrai, on se retrouvait pour dîner tous ensemble, on allait au cinéma ensemble, on faisait quasiment tout en groupe. Il faut dire qu'on avait des horaires tellement dingues que c'était compliqué de voir d'autres personnes. Du coup, on sortait avec les gens avec qui on travaillait, on était fatigués en même temps, on avait de l'énergie au même moment, du coup on sortait. C'était un super groupe. On avait de la chance. C'était une famille dans tous les sens du terme. Il y avait des bagarres, il y avait des prises de bec, ça c'était moi. Des caprices, ça c'était moi aussi. Mais en fait, ça nous rapprochait encore plus les uns des autres. On adorait tous travailler ensemble, les uns avec les autres. Tout le monde se respectait, c'était vraiment une ambiance de travail positive. J'avais jamais vu ça dans ce boulot. Jamais. Une famille Stargate qu'on est triste de quitter, comme Rachel Luttrell lors du tournage du dernier épisode. J'ai réfléchi à ce que je voulais vous dire et... J'ai oublié. Sauf merci. Vous avez été une famille pour moi. Et ça me manquera de ne plus travailler avec vous. Une famille qu'on s'empresse de réunir dès qu'on peut. Les acteurs d'Atlantis se revoient encore très souvent en dehors des tournages et n'hésitent pas à s'entraider. Car quand David Hewlett a voulu faire un film, c'est forcément à ses collègues de Stargate qu'il a pensé. Quand on a fait Mon Beauf, ma sœur et moi, à l'origine c'était un petit truc qu'on allait filmer avec un caméscope. On ne pensait pas faire un vrai film. Mais grâce à Stargate, on a trouvé l'équipe, on a trouvé les acteurs, et du coup on a fait un film, qui a eu son petit succès en plus. Dans Mon Beauf, ma sœur et moi, on retrouve David Hewlett, acteur et réalisateur donc, mais aussi sa sœur, qui jouait également sa sœur dans la série, Paul McGillion, son comparse d'Atlantis, Christopher Judge, venu tout droit de SG1, et Rachel Luttrell. Et les acteurs ne sont pas les seuls à l'avoir suivi dans cette aventure. Pour ce petit film indépendant, la production était assurée par des membres de l'équipe Stargate. Et le directeur de la photo n'était autre que celui de la série, James Alfred Maynard. Dans cette comédie dingote, l'acteur-réalisateur s'autorise même un gros clin d'œil à Stargate, puisque l'un des personnages principaux, interprété par Paul McGillion, joue dans une série de science-fiction qui ressemble étrangement à La Porte des Étoiles. Façon pour David Hewlett de rendre hommage à la série, lui qui en plus est fan de science-fiction. J'étais triste de la voir partir, triste de quitter la beauté scintillante d'une race si différente de la mienne, mais heureux de retrouver les vents solaires ardents qui m'emmèneraient vers les planètes bleues glaces du périmètre. Autoproduit sans l'aide des grands studios hollywoodiens, Mon Beauf, ma sœur et moi n'aurait jamais été diffusé s'il n'avait pas aussi bénéficié d'une aide encore plus puissante que celle des forces de la Stargate. Parce qu'ils adoraient le personnage de Hewlett dans Atlantis et qu'ils rêvaient de voir un long métrage avec autant d'acteurs de la série, les fans ont tout fait pour que le film sorte. Posters, pétitions sur Internet, c'est ainsi que Mon Beauf, ma sœur et moi a pu être diffusé dans le monde entier. Car la voilà, la principale raison du succès de Stargate. Le secret qui fait que cette série est devenue culte. L'ingrédient caché, c'est les fans. On les appelle les Gators et ils ont un monde rien qu'à eux.
Sur Internet, depuis les tout débuts de la série, c'est un autre monde qu'ils se sont créés. Un monde où on se recrée des personnages de la série comme en vrai, à base de têtes automatisées. Ou un dessin animé façon South Park et en tchèque, comme sur cette vidéo Made in Prague. Un monde où on montre à la Terre entière sa flotte de vaisseaux Stargate fait en jouets de construction et où on reproduit phrase après phrase des épisodes originaux avec les petits personnages. Des vidéos comme ça, on en trouve des centaines sur la toile, le plus difficile étant souvent de recréer la porte des étoiles à base de petites briques en plastique. Souvent tenté, pas toujours égalé. Mais au pire, il y a toujours un copain gator pour vous expliquer point par point comment la faire soi-même à la maison avec un bon ordi et pas mal de patience. Et si vous êtes plutôt manuel, ce fan bricoleur vous explique même comment la faire en carton. Pratique en voyage. Et pour ça, les fans français ne sont pas en reste. Ça reste quand même fort dans l'esprit des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien la série, qui l'ont suivi. Il y en a qui, comme moi, qui commencent même à collectionner des objets, des costumes authentiques pour, d'un côté, on veut un peu préserver cette série, mais aussi pour la faire découvrir. Il y a du cosplay comme nous on fait, effectivement, donc en convention, on fait vivre un peu la série auprès des gens en costume. Il y en a qui écrivent des histoires sur Internet, donc, ce qu'on appelle les fanfictions. Le must, faire son propre épisode. Notre préféré, cette vidéo dans laquelle des dingues de Stargate français ont écrit, réalisé et joué un épisode entier et inédit de leur série préférée. Sierra Golf 19, Sierra Golf 17, répondez. ISG 19. Quelle est votre position? Nous sommes à environ 200 mètres à l'ouest de la vallée, mon colonel. Et vous avez trouvé quelque chose? Négatif, il n'y a rien ici. Et très franchement, je pense que si un tocra avait voulu nous contacter, il l'aurait déjà fait. Le film, c'est de garder l'esprit de la série. C'est surtout ça. C'est justement pour continuer tout ça, pour montrer que Stargate n'est pas fini, que ça continue. Comme on pourrait presque dire, vous voyez, les explorations continuent. Pas la peine de vous faire un dessin ou même une reconstitution? Vous l'aurez compris, les fans ont un univers bien à eux et un poids de choc dans la série, au point que les créateurs tenaient compte de leur avis dans l'écriture des scénarios. Quand on est scénariste, on prend des décisions. On se dit, tiens, si on faisait ça serait un tournant dans l'histoire super intéressant. On écoute les fans, on écoute leurs réactions, on fait attention en se disant, ok, pourquoi est-ce qu'ils ont tant aimé cet épisode? On regarde ce qu'ils ont dit et on essaie d'en tenir compte dans l'épisode suivant. Donc on essaye de faire plaisir aux fans parce qu'on veut qu'ils continuent à aimer la série. Mais bon, on avait aussi plein de commentaires qui disaient, ouais, c'est trop facile, ils s'en sortent toujours à la fin, à la dernière seconde. Jamais ils tueraient quelqu'un d'important. Donc on s'est dit, ok, peut-être qu'on devrait essayer ça pour une fois. Peut-être qu'il faudrait tenter le coup. Et ça donnerait une direction complètement différente à la série. C'est ainsi que, sans crier gare, ils décidèrent de faire disparaître le personnage de Paul McGillion, Beckett, aux grandes dames des fans qui allèrent manifester jusque sous les fenêtres des scénaristes à Vancouver. Aujourd'hui, c'est un jour plutôt pluvieux. Et dehors, il y a des fans de Carson Beckett qui sont en bas. Ils manifestent pour que leur personnage préféré revienne. Pour l'occasion, Martin Guerreau, un des scénaristes de la série, était allé à leur rencontre. Qu'est-ce qu'on veut? Le retour de Beckett! Et quand? Maintenant! Combien d'entre vous manifesteraient si n'importe quel personnage mourrait? Levez les mains. Combien manifesteraient si la série était arrêtée? Et combien manifesteraient contre la guerre? C'est pas aussi enthousiaste. La série, c'est plus important. Je suis d'accord. Mais comment faire revenir un mort? Bien sûr, la science-fiction permet d'inventer tout ou presque, mais il faut tout de même garder une certaine logique. Les créateurs se lancèrent donc dans le clonage, en imaginant que les méchants Waits pouvaient cloner des êtres humains. Un clone de Beckett pouvait donc réapparaître pour le plus grand plaisir du plus écossais des membres de la Stargate Team et des fans.
les fans, ils n'ont pas perdu une miette des centaines d'épisodes de la saga et forment une vraie communauté qui aime à se rassembler aux quatre coins de la planète. Pour certains, Stargate, c'est presque une religion, un culte qui aurait même sa grand-messe, la Convention. Los Angeles, novembre 2011. Ils auraient pu venir pour les palmiers, pour la plage ou même pour les studios ou les étoiles de Hollywood Boulevard. Mais s'ils ont traversé tous les États-Unis, fait des dizaines d'heures de vol en venant de Rio ou d'Allemagne, c'est pour rester enfermés 3 jours en face de l'aéroport dans le sous-sol de cet hôtel de luxe. Tout ça pourquoi ? Mais pour Stargate, bien sûr. Ça fait longtemps que je rêve d'aller à une convention, donc je suis super excité. C'est ma première fois. Moi, je suis venu avec mes 2 fils et mon petit-fils. Nous, on se fait un petit week-end mère-fille. Nous, on s'est rencontrés sur le forum Gateworld consacré à Stargate. Et on a réalisé qu'on habitait à une centaine de kilomètres l'une de l'autre. C'est comme ça qu'on est devenues copines. À une convention, on a rencontré Diana et depuis, on se retrouve à toutes les conventions. J'ai même réussi à traîner ma mère, elle vient avec nous. Nous, ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est excitant, tout cet environnement, toutes les personnalités qu'on peut rencontrer, les acteurs et les actrices à qui on peut parler. On peut avoir des autographes ou prendre des photos. Ce qui est marrant, c'est que d'une convention à l'autre, on se reconnaît, on se donne des nouvelles. C'est un peu comme une famille. J'adore les stars, elles sont très gentilles. Et en venant aux conventions, on peut les rencontrer, prendre des photos, avoir des autographes. On a des centaines d'autographes. La famille, les stars, les autographes, et puis il y a les règles obligatoires. Ou presque. Par exemple, quand on est vraiment fan, une convention, ça se fait en costume, s'il vous plaît. Moi, j'avais envie de me déguiser en Jack O'Neill. Alors ma grand-mère a retrouvé cette tenue de camouflage. Moi, je porte une veste qui a été portée dans la série, pas par un personnage principal, mais par des figurants. Je l'ai acheté à une vente aux enchères et j'ai cousu le blason SG1 dessus. Moi, je porte la version camouflage de l'uniforme de SGC. Et comme vous le voyez, je fais partie du détachement spécial de SG3. Je suis un xénobotaniste. Et voilà le petit scanner que j'utilise. On a juste mis nos bottes, le treillis et la veste. Le problème, c'est qu'ici, ils ne nous laissent pas venir avec nos armes. Ils ont une règle stricte. Oui, une règle très stricte qui interdit de porter des armes. Alors, une convention, comment ça marche ? Eh bien, pour le comprendre, nous avons pris 2 cobayes. Voici Mike, ancien militaire venu du fin fond des États-Unis pour l'occasion. Moi, je suis tombé amoureux de Stargate dès que j'ai vu le film. C'est une super série. Et Rita, brésilienne, venue tout droit de Rio, oui, Rio de Janeiro, pour assister à sa première convention. C'est ma première convention, oui. J'ai fait tout le voyage de Rio jusqu'ici. C'est dingue, non ? Mais il faut se donner une chance. Une chance de quoi ? Une chance de vivre une bonne expérience. Vous savez, c'est super agréable quand on vous montre qu'on apprécie votre travail. Alors moi, j'aime dire aux gens, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça me fait du bien, donc j'ai envie de vous le dire et j'espère que ça vous fait du bien que je vous le dise. Pour venir ici, ils ont dû dépenser plusieurs centaines de dollars afin d'être accrédités. Pas moins de 400 pour Mike et Rita qui sont accros et ont pris le forfait Gold. Là, j'ai fait une liste pour savoir quelles photos je vais acheter, quel genre, si je veux des photos individuelles ou d'équipe. Et j'ai amené un livre SGC que je veux qu'il signe. Pour le week-end, j'ai à peu près 18 autographes à faire signer. Donc il va me falloir pas mal d'argent. Rien que pour ce week-end, je prévois $2000. À quoi ils vont ajouter un budget autographe, 20 à 30 $ en fonction de la star, et photos dédicacées jusqu'à 60 $. Et pour Mike, tout est bien organisé. Depuis qu'il est à la retraite, notre ancien militaire écume les conventions.
Dans sa valise à roulettes, une toute petite partie de sa collection et un livre qu'il a acheté exprès pour l'événement. Donc là, j'ai tout préparé pour retrouver les pages et tout. Mon rêve, c'est de remplir ce livre. Je sais que je ne vais pas trouver tout le monde ce week-end, mais j'espère que dans l'année, je réussirai à le terminer. Dedans, j'ai mis des marque-pages pour tous les acteurs qui viennent ce week-end, comme Jack O'Neill, Bal ou Dr. Ware, une actrice. Elle a fait quelques épisodes dans SG1. Ben Brother, Till, qui n'est pas là ce week-end. À peu près tous les personnages, quoi. Moi, je suis un dingue de science-fiction, qu'est-ce que vous voulez? J'adore ça, c'est ma passion. Ça me donne une raison de vivre, c'est mon hobby. Il y en a qui sont fans des voitures ou d'autres choses. Moi, c'est ma passion. Je préfère dépenser mon argent pour ce qui compte vraiment. J'en ai rien à faire de dormir dehors, ça je l'ai déjà fait. Et je peux le refaire. Allez, on va chercher des photos. Première activité, shopping. Avec la découverte de la salle consacrée spécialement aux fans de la série. Premier repérage. Vous avez pas une photo d'équipe? Pas de photo d'équipe? Non, on a que celle-là. Moi, quand j'aurai une maison, je ferai encadrer tout ça partout, sur tous les murs. Avec tous mes autres trucs de science-fiction. Ma collection vaut environ 30 000 $ en tout. J'ai beaucoup de choses. C'est parfois un peu trop. J'ai vraiment des tonnes de trucs. Bienvenue dans le paradis du dingue de la Porte des Étoiles. Ici, on trouve tout à la sauce Stargate, des petites figurines de collection aux t-shirts ou à la reconstitution de la Stargate en verre. Il n'y en a que 2 exemplaires au monde. Et c'est Richard Dean Anderson qui a le deuxième. On a des livres, des cassettes audio, des cartes à collectionner, des autographes, des t-shirts. On a un bon stock d'articles Stargate. Le premier livre de la série Universe et le premier d'Atlantis était l'adaptation écrite de la série. Mais sinon, ce sont toujours des histoires inédites. Certaines sont liées à des épisodes ou les poursuivent. Donc quand on adore la série, c'est un super bonus, car les fans se souviennent de tout. Mais ce sont toutes des histoires inédites. Pareil pour les CD qui sont lus par les acteurs. Leur meilleure vente, les autographes, récoltés selon une technique bien éprouvée. Il y a des conventions dans tout le pays et aussi en Europe. Et nous, on s'organise avec des gens qui vont en Allemagne ou au Japon et on échange ou on achète des autographes qui nous ramènent. Mais pas question d'avoir un autographe anonyme pour Rita. Notre fan brésilienne veut une photo rien qu'à elle. On va faire une photo avec Paul McGillion, qui joue le Dr. Beckett dans Stargate Atlantis. C'est l'un de mes personnages préférés. Je pense que c'est un mec sympa, je l'ai vu dans des interviews. Il est très naturel. Alors on va voir. Il y a déjà la queue. Il y a des photos qui sont plus chères, vous avez vu? Oui, ça se peut. Il y a des conventions où c'est beaucoup plus cher. Ça peut aller jusqu'à 129 $ la photo. Pour les stars de la série. 99 $ pour un autographe. Il y a différents prix. 129 $ pour la photo. Ici, ça vaut le coup. Pour Ben Brother, c'était 50. Tori Higginson... Non. Jason Momoa, 45. Et Tori Higginson, c'était 40. C'est lui là-bas.
comment? C'était génial. C'est un garçon charmant. Il est très sympa. Je lui ai dit que j'étais en Écosse le mois dernier. Il m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai dit super, j'adore les gens là-bas et j'adore votre pays. Alors il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit Rio. Ensuite, il m'a prise dans ses bras et il m'a dit « Je déteste ce métier ». J'ai dit « Vraiment ?» Il a dit « Non ». 50$ pour la photo, c'est un peu cher. Et ça fait réfléchir Rita, qui aime bien rêver d'un autre monde. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller dans l'espace. On dépense tellement d'argent dans la guerre, à vouloir tuer les gens. Alors que, comme l'a très bien dit Isaac Asimov, si on pouvait utiliser tout le budget qu'on dépense à la construction d'armes pour acheter et construire des fusées et des navettes spatiales à la place, on serait déjà allé plus loin que Mars. Vous avez déjà vu le programme de la NASA ? Ce qu'ils avaient prévu de faire ? Normalement, en ce moment, on devrait déjà être sur Mars. Il devrait y avoir une colonie là-bas. C'était leur programme, mais ils ont tout arrêté à cause de la guerre froide. Ils ne voulaient pas se battre avec l'URSS. Et on en est là. Alors qu'on pourrait être, je ne sais pas moi, beaucoup plus loin, dans une autre galaxie. Et plus on cherche, plus on trouve de nouvelles choses. Mais trêve de philosophie, c'est l'heure de la conférence. Ce jour-là, c'était Tori Higginson de Stargate Atlantis qui venait à la rencontre des fans. C'est surtout ça une convention. Le bonheur pour les fans de voir leurs acteurs préférés en chair et en os et la possibilité de leur poser les questions qu'ils se sont toujours posées. Comme Rita, qui veut savoir si la star d'Atlantis croit aux dieux astronautes. Je crois que le mystère est toujours intéressant. Et je pense que c'est absurde de penser qu'on est les seuls êtres vivants dans cet immense univers. Ce genre de rencontre est vraiment typique des séries de science-fiction. 20 ans, 30 ans plus tard, les fans de Star Trek, par exemple, peuvent faire des milliers de kilomètres pour apercevoir un acteur de la série. Pour Stargate, c'est la même chose, un amour inconditionnel. Moi, ce que je trouve génial, c'est que votre passion et votre obsession, vous en faites quelque chose. Vous êtes incroyable. Vous savez, j'ai tourné dans des films qui ont été réalisés par des fans de science-fiction. Ils commencent en étant fans et ils finissent par écrire des scénarios. C'est génial. On m'a envoyé il y a un mois une peinture qui représentait mon chien. Eh bien, c'était une super belle peinture. Vous créez des choses superbes. Et puis pour les inconditionnels, c'est aussi l'occasion de voir la chevelure de Jason Momoa, vue récemment dans le remake de Conan le Barbare, et chéri de ces dames. Vous préférez que je remette mon bonnet ? Pendant ce temps-là, c'est l'heure des retrouvailles pour Mike avec Victoria, rencontrée lors de la dernière convention Stargate à Chicago. Je vais sûrement t'emmener dîner avec mon père. Il faut qu'on essaie de trouver une bonne pizza. Mais on n'est pas à Chicago, ça risque d'être le parcours du combattant. Moi, ça ne me dérange pas, je suis là tout le temps. Et puis, il faut bien que je parle à quelqu'un. Je peux pas parler à ma famille, ils pensent que je suis fou. Victoria est étudiante en art, un peu fauchée. Elle croyait qu'elle ne pourrait pas venir. Oh là là, j'ai été tellement contente quand j'ai reçu ma bourse. Je disais, je peux y aller. C'est mon cadeau de l'année. Vous voyez, on a tous un truc en commun. On est complètement dingues. C'est comme une réunion de famille. Sauf que cette famille-là, on l'aime. On veut s'amuser, partager notre passion et récupérer un maximum d'autographes. Ouais, les autographes, c'est un vrai bonus. Ouais, c'est vrai, c'est ma priorité. Avec les photos. Chaque jour, son carnet d'autographes se remplit un peu plus. Cette fois-ci avec Musetta Vander, une actrice qui n'a joué que dans 2 épisodes de Stargate SG-1, mais qui adore les conventions.
Ça fait combien de conventions Stargate? 4, je ne sais plus. Je reviens d'une convention à Londres. C'est marrant. J'adore ça. Présent aussi ce week-end-là, Tony Amendola, alias Maître Brattak. Mais aussi le méchant récurrent de la série, Baal, alias Cliff Simon. Ils vous font peur parfois? Non, plus maintenant. La première fois, oui. J'étais en Allemagne et les fans allemands, ils sont dingues. Super, mais dingues. On est très très suivis là-bas. On a 17 millions de téléspectateurs rien qu'en Allemagne et plus de 100 millions dans le monde. C'est énorme. Et moi, j'ai été le méchant qui a duré le plus longtemps à la télévision au monde. On a battu Star Trek. Alors vous prétendez ne pas me connaître? Ben non. Oh, ne vous vexez surtout pas pour ça, je suis sûr que vous êtes très connu comme Goa'uld, mais ce qu'il y a, c'est qu'on m'a mis un vilain serpent dans le crâne, et depuis, je suis tout chose. Je suis Baal. Ce qui est génial avec la science-fiction et avec Stargate, c'est que grâce aux conventions, on peut rencontrer les gens qui nous regardent. Et ça, c'est très rare. La plupart des acteurs ne rencontrent jamais leur public. Et puis on a un retour, et c'est super important. On sait tout de suite si on vous aime ou pas. Bon, et puis les producteurs de la série regardaient beaucoup les sites internet, et du coup, ils savaient ce que les gens disaient de certains personnages. Moi, mon personnage a été récurrent pendant 6 ou 7 ans, juste parce que les fans avaient envie de le voir, parce que c'était un personnage intéressant. Moi, je remercie toujours les fans. Sinon, j'aurais pas de boulot. Mais comme je joue souvent les méchants, généralement, je fais 2-3 épisodes et puis après, je me fais tuer. Mais j'ai commencé à jouer dans Stargate 1 an après mon arrivée aux États-Unis et ça a tout changé. On a commencé à parler de moi, mon nom a circulé, justement parce qu'il y a énormément de gens qui suivent la série. Mais notre préféré reste sans doute Corinne Nemec. Héros de la série pour ados, Parker Lewis ne perd jamais, donc, mais aussi présent pendant 1 an dans la série Stargate SG-1. Hey, quoi de neuf? Je passais voir comment ça va. Oh là, c'est quoi ce truc? Enlevez-moi ça. Oh, mais il ne veut que des bisous. Vous voulez pas l'embrasser? Oh non, non. Je crois que je ferai autre chose avec ce truc-là. Comme le noyer dans les toilettes? Non, je ne suis pas sûr que ça marche. Imaginez la surprise de la personne qui va aller aux toilettes et découvrir ça. C'est pire qu'un alligator dans les égouts. Ah, mais c'est un joli accessoire, ceci dit. Merci. Tu l'as fait? C'est moi. C'est vrai, je suis impressionné. On me reconnaît souvent dans la rue à cause de Parker Lewis ou de Stargate. Mais je ne m'étais pas rendu compte de l'impact international qu'avait la série dans le genre science-fiction. Ça m'a beaucoup surpris et ça continue à me surprendre parce que je suis resté à peine plus d'1 saison. Mais mon personnage est toujours aussi populaire. 8 ans plus tard, c'est toujours aussi important qu'à l'époque. C'est le clair, c'est celui-là, non? Allez, une dernière petite course pour Rita. Oui, c'est celui-là que je voulais voir. Oui, ces deux-là. Et une petite vente aux enchères pour Mike. Et le week-end est déjà fini. Ah, les fans, de gentils dingos prêts à tout pour leur série. Comme les milliers de fous de Stargate qui se sont mobilisés sur Facebook et ont signé des pétitions pour que la série continue. Comme ces acharnés qui imaginent et écrivent la suite de la série, seuls derrière leurs écrans d'ordi, ou essaient de faire eux-mêmes un jeu vidéo inspiré de la Porte des Étoiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être fan, ce n'est pas juste un petit hobby à part, c'est, allez, on va le dire, un art de vivre. La preuve avec Robert, fan 7 jours sur 7. Bon d'abord, il y a toute la collection Stargate. Alors il y a le film d'origine, la collection de Stargate SG-1, Atlantis en Blu-ray, Stargate Universe. Et puis, si vous vous promenez dans l'appartement, vous remarquerez sûrement ce que mes collègues de boulot m'ont acheté l'année dernière, le repose-verre Stargate, à travers lequel, normalement, le verre traverse les galaxies. Sinon, j'ai aussi les vaisseaux Stargate, le Prométhée, le Dédale. Nourri à Star Trek et Star Wars, quand il était petit, ce Californien vit en permanence dans un monde de science-fiction. Et puis là, j'ai la collection de figurines de SG-1,
Vous savez, pour les quelques séries qui me touchent vraiment, on peut dire qu'elles font partie de ma propre mythologie. Le fait d'avoir une collection, et par exemple de pouvoir la regarder quand je suis assis à mon ordinateur, ça me donne un sentiment super chaleureux, ça me rappelle le plaisir que j'ai eu à regarder la série. De temps en temps, je regarde et je me dis, tiens, ça me donne envie de regarder tel épisode. Et je sors un DVD et je me le regarde. Vous savez, les hommes collectionnent les œuvres d'art, ils collectionnent des souvenirs d'endroits où ils sont allés. Moi, je suis allé en voyage à travers les galaxies avec tous ces gens. Donc, pour moi, c'est un peu des souvenirs de voyage. Les souvenirs des aventures que j'ai vécues avec tous ces gars-là. Grand habitué du Comic-Con, la grande convention des fans de SF tous les ans à San Diego, collectionneur fou, Robert a vu certains épisodes de Stargate 5 ou 6 fois. Il adore en parler, mais pas forcément à tout le monde. Je crois qu'en fait, c'est plus facile pour moi de dire à quelqu'un que je suis gay plutôt que de dire que je suis collectionneur. Ça ne me dérange vraiment pas de dire aux gens que je suis homo. Mais par contre, quand j'invite les gens chez moi et que je sais qu'ils ne sont pas très science-fiction, je suis obligé de les prévenir. Je leur dis, bon, il faut que je vous dise, il faut que vous sachiez quand même que j'ai quelques trucs de science-fiction chez moi. Et en même temps que j'en ai plein, donc c'est un peu bizarre. Je suis obligé de les mettre en condition. Mais j'essaie quand même de tout bien ranger, de ne rien laisser traîner. Sa dernière folie, un jeu de société Star Trek vintage. Un de mes premiers souvenirs remonte à l'époque où je regardais Star Trek avec mon père et ça m'a donné un goût incroyable pour les sciences. Ça m'a fait aimer les fusées, les navettes spatiales, ça m'a fait aimer l'univers et l'astronomie. Quand j'étais petit, je dévorais tous les bouquins d'astronomie que je pouvais trouver. Du coup, quand je suis allé à l'école et que je suis allé à la fac, je me suis retrouvé à étudier l'astronomie et puis je suis devenu astronome. Et oui, les voyages dans l'univers, le monde des étoiles et la recherche des extraterrestres, c'est plus qu'un loisir pour Robert, c'est un métier. Depuis une dizaine d'années, il travaille pour une petite boîte assez connue dans le milieu, la NASA. Donc ça, c'est une maquette du télescope Spitzer. C'est le télescope avec lequel je travaille à la NASA. C'est un observatoire spatial à infrarouge qui vole à peu près aussi loin de la Terre que la Terre est éloignée du Soleil. On étudie l'univers grâce à une lumière différente de celle qu'on peut voir à l'œil nu. On peut voir des points, des jeunes étoiles. On étudie la manière dont les étoiles naissent et comment les planètes se forment. À force de voir trop de science-fiction, Robert a donc fini par passer sa vie entière la tête dans les étoiles, à décortiquer les photos de ce fameux télescope. Ça, c'est le genre de travail visuel que je fais pour les télescopes de la NASA. Je travaille avec les données qui nous proviennent du télescope et je les transforme en images analysables. Parfois, on habille l'image pour mieux expliquer nos découvertes. Cette semaine-là, il venait de recevoir les images de la planète Kepler 22b, une planète ressemblant à la Terre. Là, tout le défi, c'est que dans le cas de la mission Kepler, on détecte des exoplanètes en regardant de tout petits écarts dans les courbes de lumière, à mesure que la planète passe devant l'étoile. Mais en général, on ne peut pas voir grand-chose. Et s'il n'a pas encore aperçu de porte des étoiles dans son télescope, il a déjà vu pas mal de connexions entre son travail et sa série préférée. Il m'est arrivé un truc assez incroyable quand j'ai regardé le Blu-ray de Stargate Continuum, l'un des téléfilms Stargate. Il y avait une image d'une flotte Goa'uld s'enfuyant face à une grande nébuleuse. J'ai regardé et ça m'a rappelé quelque chose. Je suis revenu en arrière, j'ai mis sur pause et je me suis dit, je connais cette nébuleuse, je connais ses couleurs, les étoiles bleues, la structure, ça me dit quelque chose.
Il m'a fallu un petit moment pour réaliser qu'ils avaient utilisé une image de Spitzer de la nébuleuse d'Orion sur laquelle j'avais travaillé. Elle leur a servi de fond pour leurs effets spéciaux. Du coup, j'étais super fier. Une image sur laquelle j'ai travaillé pour Spitzer et la NASA soit utilisée pour Stargate. Même chose pour Stargate Universe. Et ils ont montré une image, encore une galaxie qui me disait quelque chose. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que là, ils avaient utilisé des images de la mission Galax, sur laquelle j'avais aussi travaillé. Ah tiens, mais au fait, on en pense quoi de l'idée d'une porte des étoiles à la NASA? En vrai? L'espace pourrait avoir des sortes de liens entre deux endroits distincts de l'univers, mais il y aurait comme des sortes de raccourcis. En fait, si vous imaginez l'espace comme une feuille de papier sur laquelle il y a plusieurs points, en fait, l'espace lui-même pourrait se plier de telle sorte que ces points se rapprochent. Et si on pouvait sauter d'une feuille à l'autre, on pourrait aller d'un endroit à l'autre de l'univers sans avoir à faire tout le trajet. L'énergie que la porte doit développer pour créer un tel passage entre deux mondes, c'est proprement astronomique. Désolée, je ne vois pas d'autre mot. Et donc dans Stargate, ils partent du principe qu'il serait possible de construire ces portes qui permettraient de créer un trou noir entre deux endroits. La porte réussissant à faire ce qu'on est incapable de faire pour le moment, c'est-à-dire de former un trou assez grand et de le maintenir ouvert suffisamment longtemps. On ne saurait pas comment construire de telles portes. On ne saurait même pas par où commencer. Mais le concept est tout à fait plausible scientifiquement. Ce serait donc possible. Les chemins intergalactiques empruntés par Richard Dean Anderson, Samantha Carter, David Hewlett, Rachel Luttrell ou Robert Carlyle, les aventures qu'ils nous ont fait vivre à travers SG1, Stargate Atlantis ou Stargate Universe et qui ont passionné plus de 100 millions de téléspectateurs dans le monde. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, un jour très proche, vous aurez à traverser les galaxies à travers un gigantesque trou noir, une porte des étoiles. Quand ce jour viendra, n'oubliez pas votre brosse à dents et votre vaccin anti-Goa'uld. En attendant, tenez-vous prêts en regardant Stargate.